Merci beaucoup. Ce film, je ne l'ai pas fait tout seul. Je voudrais quand même présenter quelques membres de cette équipe. D'abord, bien entendu, ma monteuse Alessandra Strauss. Où est-ce que tu es, Alexandra? Le travail d'archive a été extraordinaire. Marie-Hélène Barberis. Les graphismes, les titres, les intertitres, la gestion globale de l'image du film, Michel Bluestein. Et mon collègue coproducteur avec moi, producteur avec moi, Rémi Grelletti. Et mon frère Eberbeck qui n'est pas là. On va essayer de discuter un petit peu ensemble. Moi, juste avant que peut-être le public intervienne, une question. Tout à l'heure, vous avez dit j'ai mis 10 ans à faire ce film. C'est long, 10 ans. C'est long, mais Baldwin me valait bien. Alors, l'histoire du film, c'est en effet la décision de d'abord mettre cette parole de Baldwin qui encore une fois, ont changé ma vie, ont changé la vie de beaucoup de gens, de jeunes, blancs, noirs, homosexuels ou non, mais ça a été une parole très forte, et elle est restée une parole très forte, comme vous pouvez le voir, parce que tout ce qui a été dit dans le film a été écrit il y a 40 ans ou 50 ans. Et on a l'impression qu'il les a écrits ce matin. Et il n'y a pas un mot de moi dans le film. C'est un film vraiment écrit par James Baldwin. Et donc, l'idée, c'était de faire ce film impossible, puisque les circonstances de ce film eux-mêmes, comme le fait d'avoir accès totalement aux archives de James Baldwin, on m'a laissé tout prendre, tout regarder, que ce soit ce qui avait été publié ou pas, les lettres de famille, les photos, etc. Ce que la famille n'a jamais permis à qui que ce soit d'autre. Donc j'avais ce poids sur les épaules de faire un film vraiment différent et qui ferait en sorte qu'on n'oublie plus jamais Baldwin. Donc ça m'a pris 3 ans d'abord pour jouer un peu, pour trouver cette porte d'entrée, pour raconter cette histoire, parce qu'il fallait que ce soit organique, il fallait que je ne voulais pas décider intellectuellement de faire un documentaire. Il fallait que ce soit une histoire dans l'histoire et que tout soit organique. Et donc, dans le cours de ce travail de recherche, 3 ans après le début du projet, Gloria Carifas-Smart, donc qui dirige l'ESTE, qui dirige les ayants droit des archives Baldwin, m'a envoyé donc un paquet. Et dans ce paquet, il y avait ce manuscrit, cette note pour ce livre Remember This House, qu'il n'a finalement jamais écrit, et ainsi que les lettres. Donc immédiatement pour moi, c'était cette ouverture que je cherchais, ce livre qui n'a jamais été écrit et qu'il fallait retrouver. Il fallait retrouver dans toute l'œuvre de Baldwin. Et comme j'avais accès à toute cette œuvre, voilà, tout s'est mis en place à partir de ce moment-là. Voilà, et le film a fait sens pour moi, et voilà, et je savais où aller. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'un des neveux de James Baldwin, le fils de Gloria, qui est ici et qui vit à Paris, Tijan. La mère de Tijan, donc Gloria, a été extraordinairement généreuse. Non seulement elle m'a donné quelque chose qui ne se donne jamais dans l'industrie du cinéma qu'on connaît,
On peut avoir les droits pour un livre, pour des essais, pour un chapitre parfois, mais jamais pour une œuvre complète. Et c'est ce qu'elle a fait. Et à part me donner cet accès, elle m'a protégé pendant 10 ans, puisque les droits étaient bloqués. Tous les droits pour Baldwin ont été bloqués pendant 10 ans, et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'une telle générosité. N'hésitez pas à intervenir, on a un micro pour vous, il faut y aller, hein, parce que c'est, je pense, voilà. Évidemment, je ne peux être que estomaqué par un film aussi fort, aussi puissant. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je crois que beaucoup de gens sont aussi d'accord. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est devant tant d'informations, devant tant d'idées riches qui touchent beaucoup de communautés, qui touchent la communauté indienne, les communautés même sexuelles, etc. Donc ça touche évidemment les Noirs en priorité. Comment avez-vous fait? Alors, les Blancs en priorité. Et les Blancs, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je voudrais savoir comment, avec autant d'idées et autant d'archives, comment vous avez fait pour hiérarchiser ces informations qui sont d'une constante puissance. Et voilà, comment vous avez fait? D'abord, j'avais une excellente équipe autour de moi. Ensuite, là encore, le projet était de me donner le temps qu'il fallait. C'est pour ça que j'ai décidé de le produire moi-même. Et je ne me suis pas donné de limite. Ça aurait pris 15 ans, j'aurais pris 15 ans. Il fallait que personne ne puisse intervenir tant sur la forme que dans le contenu. Donc le facteur temps était extrêmement important et l'absence de pression de qui que ce soit. Ensuite, il y a d'abord les mots de Baldwin eux-mêmes. Je me suis, pour un réalisateur, c'est une position assez rare où il fallait que je me soumette totalement aux mots et aux paroles de Baldwin. Il ne s'agissait pas de moi me mettre en avant, il s'agissait d'essayer de le comprendre au mieux, d'être le meilleur messager possible et de créer une structure dramatique qui fait que ça fonctionne du début à la fin, qu'il y ait un début, un milieu et une fin, et jouer avec ces paroles, ces phrases, jusqu'à ce qu'elles fassent sens. Et donc les choix, ce sont des choix d'abord ceux de Baldwin, parce que quand il parle de John Wayne, quand il parle de Doris Day, quand il parle de Steve Poitier, ça appelle des images. Donc il y a déjà un premier choix qui existe, le choix de ces films, d'aller revoir ces films, et d'aller bien sûr revoir tout John Wayne, et pas seulement un film qui est cité, etc., etc. Donc c'est en fait un travail d'accumulation, et puis ensuite d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et parce que l'idée c'est pas d'illustrer ces paroles, l'idée c'est vraiment de l'assemblage des paroles, de la musique, des sons, des bruits, de la musique, crée quelque chose de différent, pas simplement illustrer. Donc ça, il n'y a pas de miracle, il faut l'essayer, il faut y aller, il faut passer beaucoup de temps avec des centaines de versions jusqu'à, au bout d'un certain temps, d'arriver à ça, où tout se met en place. C'est comme une sorte de puzzle immense, ou comme, parfois je dis, comme une sorte de symphonie avec une multitude d'instruments. Il faut faire jouer chacun de ces instruments au bon moment et avec la bonne intensité. Et ce travail se fait jusqu'au mix final, où même le mix sonore a une grande importance. Il y a une différence entre arrêter la musique 2 secondes avant sur la prochaine image ou l'arrêter avant ou la couper, etc. Tout ça fabrique du sens. Donc il a fallu aller au bout de tout ça. Où est votre propre liberté là-dedans? J'ai pas besoin d'une liberté spécifique dans ce cas-là, puisque je me pose dès le début en tant que passeur. Donc il ne s'agit plus de ma liberté, il s'agit de la parole de Baldwin. Et pour répondre aussi à la question 10 ans, mais en fait c'est naturellement beaucoup plus que 10 ans, puisque je devrais compter les 30 ans
de familiarité avec Baldwin. C'est ça qui me permet, bien entendu, à le sentir comme ça. Et puis il y a une partie de ma propre expérience. J'ai grandi aussi en regardant ces films-là, puisque le cinéma hollywoodien, c'est le cinéma dominant. En Haïti, gamin, je regardais ce cinéma. Je regardais la réaction face aux Indiens qu'on tue, je l'ai eu aussi. J'ai quitté Haïti à 8 ans pour aller au Congo rejoindre mes parents. Mon image de l'Afrique, c'était Tarzan. Donc je débarque de l'avion et pour moi, les indigènes, comme on les appelait, allaient danser autour de l'avion. C'était ça la réalité et la force du cinéma hollywoodien. Donc très tôt, on apprend à sentir ces contradictions et ensuite, Baldwin les donne un nom et les déconstruit. Bonsoir et merci Bonsoir. pour ce magnifique film que je vois pour la deuxième fois, je l'avais vu sur Arte. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez rencontré Baldwin quand vous étiez plus jeune, enfin, oui, il est mort. C'est livre. Ah, ces livres, alors j'ai mal compris. Dans quelles circonstances vous avez connu ces livres et qu'est-ce que vous en avez tiré au début? Est-ce que vous avez tout de suite compris l'ampleur de ces pensées? Encore une fois, ça date de fin des années 60, début 70. Ça veut dire qu'à une époque où il n'existe pas une multitude d'auteurs noirs qu'on peut lire, qu'on puisse lire et se sentir totalement à l'aise et être dans sa propre narration. Donc oui, j'avais lu Césaire déjà à cette époque, mais ma vie c'était surtout la littérature française, la littérature américaine, peut-être un peu de littérature latino-américaine. Et puis c'était tout. Les grands écrivains africains n'existaient pas encore en tant que tels. Il y avait des historiens africains, mais pas encore. Voilà. Donc Baldwin était le premier qui, pour moi, me présentait un monde cohérent, qui était un monde moderne, un monde dans lequel il vivait, et dans lequel je vivais également, et qui m'a permis, parce que c'est ça, grandir, c'est être confronté avec une vérité qui est amenée par quelqu'un d'autre et dans laquelle vous vous retrouvez également. C'est ça qui vous forme, qui vous construit. Et en tant que jeune noir, il n'y avait pas une multitude de gens avec qui je pouvais faire cet apprentissage. Je me rappelle très bien avoir lu Faulkner très tôt et d'arriver à la page 86 et de recevoir une taloche, parce que je me rends compte que le livre n'est pas écrit pour moi. Donc voilà, et Baldwin m'a permis de faire un itinéraire différent. Bonsoir, et je vous remercie beaucoup pour ce film qui nous apporte un autre éclairage de la ségrégation et de la lutte pour les droits civiques. Hein. C'est un éclairage beaucoup plus psychanalytique que celui qu'on a l'habitude d'entendre. Moi j'ai été beaucoup touchée. Je voudrais savoir comment le film a été reçu aux États-Unis. Et une des choses qui m'inspire la question, c'est la voix de Samuel L. Jackson qui nous accompagne pendant le film. On sait que les Américains sont assez chatouilleux, en tout cas c'est hyper sensible dès qu'on touche à ce sujet, quand on pense à la polémique qu'il y a eu entre Spike Lee et Tarantino autour du film Django. Enfin, ces mecs-là, on pense qu'ils ne peuvent être que d'accord et pourtant ils se déchirent. Voilà, donc j'aimerais savoir comment votre film est vécu, d'autant plus que vous êtes caribéen. Voilà, donc... Bon, ce qui est certain, c'est qu'il fallait de toute façon que ce film s'inscrive dans la réalité américaine. Parce qu'il fallait que fallait pas que je laisse la moindre chance qu'il y ait le moindre déni par rapport à ce film ou le moindre rejet. Donc, ce film, je l'ai développé ici, d'abord en France, puis en Europe, et ensuite aux États-Unis. Donc, quand je suis arrivé vers les financements aux États-Unis, le film était déjà là. Donc, on ne pouvait pas trop y toucher. Mais c'était clair qu'il fallait qu'il soit... La version originale que vous avez vue ce soir, c'est la version anglaise. Samuel Jackson, le choix était aussi pour moi évident, enfin, en ce sens qu'il fallait une voix puissante aux États-Unis, donc un acteur connu, noir, mais aussi quelqu'un qui a une certaine crédibilité sur le terrain. Malgré tous les mini-scandales autour de Tarantino, etc., qui fait un peu partie du folklore hollywoodien, Samuel Jackson est quand même quelqu'un qui a toujours été très solide sur ses pieds.
et qui n'a jamais eu peur de prendre la parole. Et donc ça m'intéressait. Et ensuite, c'est un extraordinaire acteur. On le voit dans Tarantino, mais c'est quelqu'un qui a commencé au théâtre. Donc c'est quelqu'un qui sait comment créer un personnage. Et ça, c'était la seule manière de faire passer cette voix. Il ne fallait absolument pas que ce soit juste une voix off ou un narrateur, comme on dit. Un narrateur, on aurait mis une distance entre cette voix et le spectateur. Et le film ne serait pas le même. Donc il fallait quelqu'un qui crée un personnage, qui soit le personnage, et qu'à tout moment, on sente qu'on est dans la tête de Baldwin. Et d'ailleurs, pour finir, les Américains n'ont pas reconnu Samuel Jackson. On le reconnaît qu'à la fin du titre. Parce que justement, on a un autre cliché par rapport à son jeu. Et puis, pour la deuxième partie de votre question, concernant le film, c'est vrai qu'on a fait ce film un peu dans un tunnel. Ça a été très long, et puis on a fait d'autres films en même temps, en parallèle. Et à la fin, c'était de le finir bien et de le faire sortir dans un grand festival, donc Toronto, où on a été invité. Et on souhaitait qu'il soit simplement compris. On n'avait pas d'idée de succès quelconque. Et la première s'est avérée incroyable à Toronto. Et on a gagné. Alors, La La Land a gagné le prix pour des spectateurs pour la meilleure fiction. Et I Am Not Your Negro a gagné le prix des spectateurs pour le documentaire. Et de là, voilà. Le film prouvait qu'il avait un public normal, entre guillemets, qui voulait le voir. Et puis après, on a été acheté tout de suite par Magnolia, le distributeur, qui l'a sorti, qui a commencé la campagne pour les Oscars. Et le film est sorti en salle en février, début février, aux États-Unis, et depuis a battu tous les records. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le film indépendant documentaire qui a fait le plus gros box-office. Vous connaissez le nom de aux États-Unis, c'est pas en termes d'entrée, mais en termes de recettes. On est à plus de 7 millions de recettes aux États-Unis. Et le film a été également vendu à plus de 70 pays. Donc, voilà. Bonjour, j'ai une question parce qu'en fait dans le film il parle beaucoup de frame of mind, donc la perspective par laquelle on regarde la réalité. Et bien sûr je pense que tout le monde ici aujourd'hui, en plus avec ce qui va se passer dimanche, on a tous un moment réfléchi à la France et tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ma question c'est, est-ce que aujourd'hui si un film comme ça sortait sur la violence policière en France, sur les minorités, est-ce qu'elle serait reçue de cette manière? Parce qu'en France on a tendance à, dès que quelque chose comme des violences policières contre les Noirs se passent aux États-Unis, on est les premiers à dire c'est pas juste, il faut qu'on fasse quelque chose. Et dès que ça se passe en France, on est les premiers à se dire non mais il y a quelque chose derrière, enfin on va voir s'il y a une enquête en cours, etc. Donc je voulais juste savoir si un film comme ça sortait sur la France, il recevrait la même réaction que ce film reçoit aujourd'hui. Pour être franc avec vous, pour moi, ce film ne concerne absolument pas et strictement pas les États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est un film qui est bien entendu au centre de ce qui se passe en France aujourd'hui. La France a malheureusement cette habitude d'être souvent dans le déni et d'avoir une forme plus paternaliste de gérer ces problèmes. Et le déni est différent. Mais bien entendu que quand Baldwin parle de cette espèce de complicité criminelle par rapport à cette vaste majorité cruelle et qui ne pense pas. Il parle du monde occidental en général. Il a dépassé le cadre des États-Unis. Et Baldwin, en tant qu'humaniste également, il ne parle pas par rapport d'ailleurs à une race spécifique. D'ailleurs, il ne reconnaît pas ce concept même de race, qui est scientifiquement, bien sûr, une imbécilité. Mais il parle justement du regard vers l'autre, de manière très générale. Ça concerne les femmes aussi, ça concerne les homosexuels, ça concerne toute partie d'une société qui se sent différente et qui vit son quotidien de manière différente. Et c'est ce regard-là que Baldwin interpelle.
le fait que la vaste majorité reste silencieuse, ou même n'amène pas le besoin ou l'envie ou la motivation d'aller voir de l'autre côté de la fenêtre, comme il dit, de l'autre côté du mur. Et c'est ça la réalité du monde occidental, quel que soit là où on est. Puisque c'est un monde qui estime qu'il a gagné en termes de civilisation, qu'il a gagné en termes économiques, qu'il a gagné même la guerre capitaliste, elle a envahi la planète, donc il n'y a plus de limites. Mais c'est cet aveuglement dont parle Baldwin. Donc bien entendu, pour moi, le film est ancré aussi dans cette réalité française, avec quelques différences culturelles, on peut dire, mais c'est exactement la même chose. Bonjour monsieur, moi c'est Maxime. Donc, je suis aussi de la famille en Haïti, à Port-au-Prince. C'est pour dire que la couleur de la peau, déjà, vous voyez, je suis carteron et ça se voit pas tellement. Et c'était pour savoir si dans les écrits de Baldwin, il fait parfois référence à Haïti. Parce que vous n'en parlez pas du tout au final de l'influence qu'a pu avoir la révolution haïtienne sur tous les mouvements des années 60 aux États-Unis, et aussi peut-être fait-il référence aussi aux écrivains, enfin Aimé Césaire ou des choses comme ça. Vous en parlez pas. Là encore, justement, moi je veux faire un film qui ne soit pas didactique, donc je veux raconter une histoire. Alors, plutôt c'est Baldwin qui la raconte, donc je dois un peu respecter le cadre qu'il me donne. Le film part de ce manuscrit qu'il écrit et de ce livre qu'il estime être le plus important de tous ses livres, et qui part de ces 3 amis. Que j'élargisse un peu pour justement aller chercher ce livre, que je l'élargisse à Hollywood, à la déconstruction des images hollywoodiennes, etc. C'est déjà en essayant de comprendre et de suivre le but de Baldwin. Il y a certaines personnes qui ont posé la question sur pourquoi je ne parle pas plus de son homosexualité. Mais ce n'est pas le thème. Pour Baldwin, ce n'était pas un étendard qu'il avait tout le temps devant et qu'il mettait en premier. Je pense que son discours dans le film est beaucoup plus large que ça et inclut tout ça. Je disais tout à l'heure, ça inclut aussi comment on traite les femmes dans cette société. C'est-à-dire tout le monde peut se reconnaître dans cette définition de l'autre. Et donc voilà. Donc tout le reste, voilà, il fallait que moi je me soumette à Baldwin, puisque j'ai écarté par exemple tout intervenant dans ce film. Ça c'est une décision que j'ai prise dès le départ. Il ne fallait pas que quelqu'un devienne l'interprète de Baldwin, ou parle à sa place, ou essaie de l'expliquer. Le film devait être une confrontation directe entre cette parole qui est forte, qui est claire, qui est éloquente, et le spectateur. D'ailleurs, c'est un échange, je suis sûr que vous l'avez ressenti comme ça, qui est en fait très intime. C'est une conversation presque à deux, qui vous force chacun d'entre vous à amener aussi une part de votre vécu, une part de vos expériences, de vous resituer par rapport à ce que Baldwin pose comme problème devant nous, et qui fait que cet échange devient très fort. Et pour répondre à la question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas totalement répondu, sur l'impact sur le public, dans les discussions, c'était ça qui ressortait, c'est le fait qu'une partie des spectateurs se réveillaient. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé, et c'est pas certains des gens très critiques, mais ils réalisaient qu'ils sont passés à côté de quelque chose, d'une autre perspective, d'une autre manière de voir la vie, de voir son voisin, de voir le cinéma dominant hollywoodien, etc. etc. Beaucoup des critiques les plus connus aux États-Unis ont écrit des textes incroyables, qui étaient presque des confessions. Et ils ont mis en question leur travail de passeur et de critique. Donc c'est ça l'impact du film, et les gens s'en servent aussi. Salut. Ok, je suis canadienne, en fait, je viens de Toronto. Je suis guyanaise aussi, mais j'anglophone, donc désolée pour mon français. Mais la raison que je suis là, en fait, c'est parce que j'étais aux États-Unis en février, donc votre film est sorti en Californie. Et j'avais beaucoup d'amis qui l'avaient vu, mais me parlaient autant de ce film. Beaucoup de monde autour de moi me parlait, donc je voulais juste vous dire ça. C'était très, très, très bien reçu là-bas.
Et en fait, on a discuté après sur le film et tout. Et il y a quelque chose, une question que des personnes sont posées que j'ai jamais pensé avant. On parle beaucoup de Malcolm X, on parle beaucoup de Martin Luther King et tout, et leur vie et les mouvements. Mais souvent, on ne parle pas trop de les gens blancs dans des photos. Et ils sont où maintenant? Ils sont maintenant les juges, les polices, ils sont des personnes tout autour de nous qui les cachent maintenant parce que c'est pas correct d'être raciste, je veux dire, aux États-Unis. Et c'est nouveau. Mais plus ou moins. Et qu'est-ce que vous pensez de faire un film peut-être de cette position, mais où sont ces personnes et c'est qui dans ce photo? Il fait quoi maintenant? L'autre question, c'est juste, are you going to Cannes Film Festival this year? Pas avec le film. Oui, bon, je laisse à d'autres de faire ce travail. Ce film va prendre 10 ans, je pense que c'est bien que quelqu'un d'autre s'y attelle. Mais par rapport à ce qui est resté et ce qui a survécu, il y a un aspect important qui est le fait que cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un échec, puisque quand on assassine 3 dirigeants importants de mouvement, on le décapite. Et ces 3-là sont les plus connus, mais on a aussi assassiné une bonne partie des dirigeants des mouvements radicaux, des Black Panthers. Beaucoup ont été assassinés dans leur lit, ont été emprisonnés, ont été réduits à silence par différentes manières comme ils savent le faire. Donc, et aujourd'hui, on a bien entendu le mois de l'histoire noire, on a la journée de Martin Luther King, mais ce qu'on commémore, c'est le Martin Luther King non-violent, pasteur non-violent, et pas du tout le Martin Luther King radical les 2 dernières années de sa vie. Et de même, il n'y a pas de statue pour Malcolm X, à part dans certains quartiers noirs, à Harlem. Mais l'Amérique ne célèbre pas Malcolm X. Alors que Malcolm X avait pris ses distances d'un discours strictement racial et raciste. Il a voyagé, il est sorti de Nation of Islam et il a créé sa propre organisation. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rapproché aussi de Martin Luther King. Et tous les deux se sont entendus là-dessus, de passer d'un agenda de race à un agenda de classe. Et c'est là qu'ils sont tous les deux devenus extrêmement dangereux. Donc c'est cette histoire-là, malheureusement, qu'on ne raconte pas et que l'Amérique ne veut pas se souvenir. Je voulais rappeler que Sidney Poitier était le premier acteur noir à recevoir un Oscar. Le premier. Il y a eu à Libéry, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Donc moi, juste une question avant que quelqu'un prenne la parole, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un film qui est censé, je suppose, éveiller les consciences. Et faire prendre conscience quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Là où il y en a encore. Voilà. Et donc, quand vous avez, il y a une dizaine d'années, eu envie de faire ce film, est-ce que c'était au départ, alors c'était effectivement pour vous montrer ce qu'on a aujourd'hui, mais est-ce que dans votre esprit, vous aviez aussi dans l'idée, justement, il y a 10 ans déjà, d'éveiller les consciences, car je vois dans le film que on imagine que peut-être 40 ans plus tard, il y aura peut-être un président américain noir, alors que ça semblait complètement absurde, en tout cas dans l'esprit de Joe Palry. Est-ce que vous pensez, vous, qu'avec un film comme celui-là, il y a bon espoir que dans moins de 40 ans, il se passe peut-être des choses positives? Parce qu'on les voit, les images, on est conscient quand on les voit quand même, et ça continue. Oui, alors ma motivation initiale, d'ailleurs, d'abord, ce qui va se passer, on le saura d'ailleurs, c'est à vous maintenant de voir comment vous réagissez au film, c'est ça? Baldwin vous dit quelque part, voilà, j'ai mis tous les éléments sur la table, maintenant à vous de voir. On ne peut pas construire le futur sans confronter notre histoire commune. Et il dit même, ne pas reconnaître cette histoire commune, ne pas reconnaître cette réalité, c'est pratiquement être criminel. Donc en gros, il dit, vous ne pouvez pas, qui que vous soyez, vous ne pouvez plus être innocent. Donc, tout le reste, c'est une question de ce que vous décidez de faire avec ça. Est-ce qu'on continue à être
dans un fauteuil et à tweeter la révolution, bien, on s'organise. Donc c'est très direct, et Baldwin le dit, ne peut pas le dire de manière plus brutale qu'il l'a fait. C'est-à-dire, les mots sont très durs, finalement, de son jugement. Mais lorsque j'ai commencé ce projet, c'était avant Obama, c'était avant Trump et avant beaucoup d'autres. Mais mon intention, c'était d'essayer de sauver les meubles. C'est-à-dire, comment faire en sorte quelle réponse, moi, en tant que cinéaste, je pouvais donner à cette espèce d'ambiance où on avait abandonné l'histoire n'existait plus, depuis la chute du mur, l'idéologie non plus, le capital a gagné partout. C'est un raz-de-marée, il n'y a plus de frein, la finance se développe tout azimut, aidée encore plus par la nouvelle technologie. Le politique n'existe plus, et puis il y a une grande montée d'ignorance, c'est-à-dire quelque chose qu'on constate déjà. Quand Baldwin écrit il y a plus de 40 ans que regarder la télévision, c'est comme être sous le choc d'une drogue quelconque. Et ça, c'est à une époque où il n'y a que 3 chaînes de télévision aux États-Unis. Donc vous voyez l'accumulation de choses. Donc pour moi, c'est comment je peux sauver quelque chose que peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, une autre génération pourra voir. C'était que ça, mon intention. Je n'avais aucune garantie que ce film serait compris et accepté tel qu'il a été jusqu'ici, aujourd'hui. Puisque c'est vrai qu'à tous les points de vue, ce film est un film sur l'image, sur prendre le temps de regarder, rentrer dans l'image. Or, nous sommes bombardés tous les jours avec toutes sortes d'images. On a 5 écrans dans nos poches et chez nous, et en fait, on ne regarde plus. On est bombardé systématiquement par les choses. Nous sommes devenus de parfaits consommateurs de tout. Donc, il y a une sorte d'indigestion permanente, et donc on perd cette espèce de capacité d'analyse, capacité de dissection, capacité de déconstruction des choses. Donc, le film, c'est presque un film d'un autre temps. Mais on a l'impression que c'est 15 chaînes de télévision qu'il y a dans le film. 15 chaînes de télévision, c'est-à-dire il y a une densité absolument incroyable. Oui, ça c'est un autre problème. Le film, en effet, a beaucoup de couches différentes. C'est pour ça que quand vous disiez qu'il faut le voir plusieurs fois, oui, les gens vont voir ce film plusieurs fois, et à chaque fois, ils voient un autre film. Parce que parfois, il y a des spectateurs qui m'ont dit « Mais vous l'avez remonté, le film !» Non, je ne l'ai pas remonté. Simplement, vous avez vu une autre couche du film, et le film réagit aussi à vos pensées et à votre parcours, à ce que vous amenez aussi. Et donc, c'est la force de Baldwin. C'est la force de Baldwin. D'ailleurs, je dis, on ne lit pas Baldwin, on étudie Baldwin. Parce que chaque phrase, c'est une grenade dégoupillée, et on ne sait pas comment la tenir. Parce qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et il est à la fois un grand philosophe, il est un grand humaniste, il est un grand politologue, il comprend les gens, il comprend les êtres humains, et il sait comment leur parler aussi. Il est capable de vous dire les choses les plus dures, tout en vous embrassant. C'est ça qui fait que vous l'écoutez, qu'il n'y a pas d'antagonisme violent par rapport à, même quand il parle des Blancs. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, je pense, rend ce film important, et Baldwin surtout important, et j'espère qu'on recommencera à le dire. Monsieur. Cher Raoul Peck, la dernière fois que j'ai pleuré dans une salle de cinéma, c'était en regardant le film 12 ans en esclavage, parce que je suis le fruit de ce crime contre l'humanité, étant, comme vous, cher Raoul, un afro-caribéen, de la Guadeloupe pour ma part. Et puis, James Baldwin a dit, à l'enterrement de Martin Luther King, je me suis toujours juré de ne jamais pleurer en public. Alors j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas pleurer. Le film que vous nous offrez, que vous offrez au monde, que vous offrez à l'humanité, cinématographiquement parlant, artistiquement parlant, est un chef-d'œuvre. Vous en conviendrez toutes et tous. Mais si je m'arrêtais là,
ce ne serait peut-être qu'un propos très flatteur. Le plus important de ce film, évidemment, c'est la pensée, c'est l'action, c'est l'engagement de James Baldwin. Mais ce que vous avez réalisé, je dis vous au pluriel avec les femmes et les hommes qui vous entourent, c'est que dans un monde dirigé par l'Occident, dans un Occident qui est en crise identitaire réelle, aux États-Unis comme en France et dans d'autres pays européens, à un moment où l'urgence est de reconstruire les imaginaires, et de part et d'autre. Ceux qui sont descendants des colonisateurs ou esclavagistes et ceux qui sont descendants également des esclaves. Au moment où nous avons cette urgence-là, ce besoin-là, vous nous offrez ce film. Au moment où on s'apprête à voter évidemment en France, où on voit que tout explose, vous nous permettez d'entendre une pensée forte et de rappeler également à nos mémoires quelques illustres personnages. Vous avez cité Césaire, vous pourrez citer également le Tout le monde de Glissant, et puis j'ai pensé à un homme, à Fanon. Puisque tout ce que dit James Baldwin, c'est ce que disait Fanon lorsqu'il parle de l'homme noir. Il dit, le noir n'est pas un homme, c'est un homme noir, sous-entendu dans le regard du blanc. Aujourd'hui, après les colères qui ont été les nôtres depuis des décennies, il est temps d'apaiser, il est temps de dialoguer, il est temps de parler. Et je dis ça, il y a deux de mes frères très engagés qui sont là, je pense à Kerry James, qui est par là, assis là, il est là, Kerry. Je pense à Jean-Claude Chikaya également, avec qui nous avons mené tant de combats. Et aujourd'hui, ce film-là, cette pensée-là, nous dit il faut reconstruire les imaginaires. Il faut que nous arrivions à dialoguer les uns avec les autres. Baldwin nous dit je suis pessimiste, mais comme je suis vivant, et il est également pour moi important d'être dans l'optimisme, c'est ce qu'il nous dit, il doit continuer le combat. Et moi j'avais une question, lorsqu'on fait un tel film, lorsque l'on rend un tel hommage à l'œuvre d'un tel homme, lorsque l'on est, je connais votre œuvre, et c'est vrai, c'est bien que vous ayez rappelé votre enfance au Congo, parce que vous avez rendu aussi un bel hommage à ces Congolais que l'on appelait évoluer, mais surtout à celles et ceux qui ont mené les luttes, et à Lumumba, évidemment, en premier. Et les films de votre père, les films de votre enfance, et cet hommage à Lumumba est fondateur. Et je voudrais savoir, lorsqu'on fait un tel film, lorsque l'on rend un tel hommage, lorsque l'on a un tel engagement, lorsque l'on voit à quelle vitesse va le monde et son racisme et ses chiismes et ses relégations et ses discriminations et cette violence policière, merci madame d'avoir parlé de ces violences policières. Est-ce que vous, cinéaste, homme, citoyen du monde, est-ce que vous avez eu à un moment donné aussi une once, une lumière de, petite lumière faible et moche, de pessimisme? Merci pour ces paroles. Et on me pose cette question souvent, est-ce que je suis pessimiste c'est quoi Optimiste. En fait, c'est parce que ce sont des concepts que je ne peux pas me permettre d'utiliser. J'estime que je suis très privilégié par le travail que je fais. La capacité que j'ai ou la possibilité que j'ai de m'exprimer, de me battre, de faire des choses. Ce concept de... Ça veut dire quoi en fait? On est pessimiste, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge et on dort ou on se suicide? Ou optimiste, ça veut dire quoi? On part comme ça, plein de naïveté dans le monde, et comme si tout allait bien. Donc les deux ne répondent pas disons, à ce dont j'ai besoin pour fonctionner. J'essaie d'être au contraire toujours éveillé, quel que soit l'endroit où je suis, d'être éveillé, de comprendre ce qui se passe, de savoir pourquoi ça se passe, et aussi
savoir prendre un peu de distance pour voir l'histoire dans son contexte. Et c'est ce qu'on a arrêté de faire aujourd'hui. C'est ce que la presse a arrêté dans sa grande majorité de faire. On est à la recherche de la prochaine information, du prochain tweet, de la prochaine émission qui va nous donner la petite phrase qui fait tourner, qui va tourner pendant 2 jours. Et on oublie le contexte plus grand. Parce que quand aujourd'hui vous avez parlé des élections, quand on se retrouve avec une Marine Le Pen à 40%, mais cette histoire elle a commencé depuis 40 ans au moins. Et on fait semblant de la découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pareil pour Trump. Beaucoup de mes amis noirs américains et mes amis blancs américains, l'un et l'autre, les noirs, ils n'étaient pas du tout étonnés. Et les amis blancs étaient choqués. Et les noirs ont dit, mais si vous saviez ce qu'on vit depuis 50 ans, 60 ans, la possibilité d'un Trump n'est pas du tout quelque chose qui nous paraisse extraordinaire. Ça peut, et en effet. Et c'est la même chose. Donc nous avons perdu un peu cette capacité un peu de recul et de connaître nos histoires. C'est ce que Baldwin nous dit. Il faut connaître nos histoires. Il n'y a pas de multiples histoires, il n'y a qu'une histoire où chacun d'entre nous, ou nos ancêtres, ont joué des rôles, ont été des personnages de cette histoire. Et tant qu'on n'arrive pas à faire ce même diagnostic, on va avoir du mal à s'asseoir autour d'une table, comme vous le demandez. Donc c'est ça, c'est comment être présent, comment comprendre tout le temps, comment questionner tout le temps ce qu'on vous sert, et ne pas être simplement des consommateurs, parce que là, pour le coup, le capital a réussi à nous transformer en parfaits petits consommateurs, et du coup, on n'a plus la capacité de réflexion, de contextualisation, de déconstruction de notre propre histoire. Alors, je pense